Bienvenue. L'Institut Elie Wiesel et la Fondation Kajib Kojazor sont très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la première de 4 conférences Se réinventer pour vieillir autrement. C'est le thème de ce cycle de conférences. La session d'aujourd'hui a pour thème quelles sont les différentes façons de vivre sa vieillesse aujourd'hui. Il s'agit de faire un état des lieux un peu général de ces enjeux. Les autres rencontres porteront sur les lieux de vie des personnes âgées. Le 13 octobre, vous connaîtrez tout sur l'EHPAD. Le 18 novembre, le public ainsi que les intervenants proposeront des idées pour repenser l'EHPAD de demain. Et enfin, le 8 décembre, nous parlerons de lieux de vie innovants pour seniors qui existent en France, et probablement nous parlerons de ce qui existe ailleurs et qui n'est pas encore implémenté en France. L'idée de ce cycle de conférences a émergé suite à la période de confinement et à la crise sanitaire qui a mis un coup de projecteur sur la vulnérabilité et la fragilité des personnes âgées qui vivent à domicile, mais surtout également en établissement. Mais ces échanges s'inscrivent surtout dans un processus de réflexion sur la place des personnes âgées dans la société que mène la Fondation Kajib Kojazor, la plus ancienne institution d'action sociale de la communauté juive depuis quelques années, que ce soit dans ses services sociaux, dans ses EHPAD ou ses résidences autonomie. Le partenariat avec l'ECUJ, l'Institut Wiesel et la Fondation Kajib Kojazor s'inscrit naturellement dans la continuité de cette série de webinaires organisés depuis plus de 6 mois que nous menons en partenariat avec les grandes institutions juives ou externes à la communauté juive. Donc, bienvenue à vous tous, merci d'être là. Et n'hésitez pas également à poser vos questions en utilisant les fonctions de Zoom, Q et R. Nous y répondrons tout à l'heure avec nos intervenants. Laure Politis, qui co-organise cet événement avec moi, va vous présenter particulièrement le programme de ce soir. Alors, comme vient de le dire Gadi Guy, la situation actuelle des seniors liée à la pandémie nous interroge et nous amène à regarder de plus près les conditions de vie des seniors en France. Et c'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de dresser un état des lieux sur les différentes façons de vivre sa retraite et sa vieillesse. Et ce sera l'occasion ce soir d'aborder des sujets liés au bien vieillir et aussi aux problématiques relatives au vieillissement et au grand âge en matière d'inclusion, d'isolement, de dépendance et aussi des coûts financiers que cela engendre. Et pour finir, nous interrogerons nos invités sur la perception que la société a de la vieillesse. Alors pour aborder ces sujets, nous avons demandé à 3 éminentes personnalités de répondre à ces questions et je vais vous les présenter, bien que tout le monde les connaisse, mais je vais rappeler quand même leur parcours et ce qu'ils font. Donc d'abord Jérôme Guedj, qui est ancien président du conseil départemental de l'Essonne et ancien parlementaire. Il porte depuis plusieurs années un intérêt particulier au sujet des seniors et il participe à un think tank, Matière Grise, qui traite des grands sujets liés au vieillissement. En 2013, il a publié un livre intitulé Plaidoyer pour les vieux et plus récemment, Olivier Véran, ministre des Solidarités, lui a demandé de rédiger un rapport pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, des personnes fragiles durant la période de confinement en s'appuyant notamment sur les actions de solidarité engagées par les Français durant les premiers mois de la crise sanitaire. Emmanuel Hirsch est quant à lui président du Conseil pour l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique à l'Université Paris-Saclay. Et il est également directeur de l'espace de réflexion éthique de la région Île-de-France et de l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives. Il a écrit de nombreux ouvrages sur la fin de vie et il vient de publier le livre Pandémie qui porte sur la crise sanitaire pour comprendre les erreurs d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Enfin, Dominique Libaud est président du Haut Conseil du financement de la protection sociale et directeur de l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Il est l'auteur du rapport sur les différentes modalités de financement
de la dépendance et sur une nouvelle stratégie pour le grand âge qui a été remis en 2019 au Premier ministre Édouard Philippe. Alors, Dominique Libaud, c'est à vous que j'adresse cette première question. Quand on parle des seniors, de qui parle-t-on? Combien sont-ils? Qui sont-ils? Alors, si on en croit l'INSEE, les seniors, c'est les plus de 65 ans. C'est bon, la définition. Et donc, c'est un peu plus de 13 millions de personnes aujourd'hui en France, 20% de la population. C'est une population qui va évidemment augmenter dans les années et décennies à venir. Toujours selon l'INSEE, ces 13 millions vont devenir 27 millions, donc 21 millions, pardon, 21 millions 9 en 2070, 21 millions 9. Donc une augmentation, c'est-à-dire toute augmentation de la population française entre maintenant et 2070 va se faire sur cette tranche d'âge. Mais surtout, ce qui est important de voir, c'est que la déformation au sein de cette tranche d'âge, et dans les 10 prochaines années, entre 2020 et 2030, c'est la tranche d'âge des 75-85 ans qui va beaucoup augmenter. Et ça, c'est lié au baby-boom. C'est la génération née après 45 qui arrive donc dans la tranche d'âge 75-85 ans. Ils sont 4,1 millions aujourd'hui, ils seront 6,1 millions en 2030, plus 50%. Ça, c'est notre choc, effectivement. Mais évidemment, pour le sujet qui m'occupait, c'est-à-dire le très grand âge, le sujet il est plutôt à compter de 2030, puisque c'est donc l'arrivée à plus de 85 ans, de générations très nombreuses, qui va être un choc pour le sujet de la perte d'autonomie, puisque c'est, disons, à partir de 85 ans qu'on rencontre le plus de proportions de perte d'autonomie. Merci. Jérôme Guedj, est-ce qu'on peut parler de différentes phases de vieillesse aujourd'hui? Jérôme Guedj, vous m'entendez? Micro. Oui, pardon, j'avais coupé le micro, je suis désolé. Je disais de la même manière qu'on doit parler de plusieurs… il ne viendrait à l'esprit de personne de considérer qu'entre 0 et 20 ans, c'est un bloc homogène dans ce qui pourtant correspond à la jeunesse au sens statistique de l'INSEE. De la même manière, entre 65 ans et 85 ans, et même maintenant au-delà, pour ces 20, 25, 30, 35 années, c'est absolument… ce sont des œillères qui nous empêchent de bien comprendre les 50 nuances de vieillissement ou d'avancée en âge. Il y a cette espèce de trou noir des seniors qu'on n'est pas capable de qualifier et de distinguer. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par être bien conscient qu'il y a autant de manières de vieillir que nous avons eu de manières de vivre. Et qu'à l'intérieur, puisque le vieillissement, ce n'est que la prolongation de la vie antérieure, et la vie antérieure détermine très largement la manière dont on vieillit. Certains gériatres me disent qu'on ne change pas en vieillissant, on surligne les traits qui étaient ceux de son caractère précédent. Donc, si on était désagréable jeune, on va être encore plus désagréable en vieillissant. Et si on était altruiste, généreux et ouvert au monde, eh ben, on le sera davantage. Donc, il n'y a pas de rupture liée au vieillissement, première chose. Et puis, deux, il y a, je le disais, 50 nuances de vieillissement. Alors, on essaye de mettre des mots qui ont plus ou moins été pertinents. À une époque, c'était la fin de l'activité professionnelle. On était retraité. Et le fait d'être retraité définissait à part entière, d'abord parce que cet état ne durait pas forcément très longtemps. L'espérance de vie était brève et pouvait d'ailleurs correspondre aux quelques années durant lesquelles on pouvait jouir paisiblement de sa retraite. Après, on a parlé de cheveux gris, on a parlé de troisième âge, puis de quatrième âge, de senior pour être dans le politiquement correct, comme si on disait junior pour parler des jeunes. On a parlé d'aînés. Bon, il y a plusieurs nuances. Alors, si on essaye quand même de faire des catégories, je n'aime pas ça, avec aucune borne d'âge possible, il est quand même important pour les sujets qui vont être abordés dans le cycle que vous ouvrez aujourd'hui, quand vous allez parler d'hébergement, de services à domicile, de maisons de retraite, de solutions alternatives,
d'avoir en gros une typologie un peu caricaturale pour laquelle je n'aurai pas de borne d'âge, mais qui quand même aide à comprendre les choses. Il y a le retraité actif, autonome, valide, parfaitement, pour lequel le critère essentiel est un critère de bonne santé. Je suis incapable de vous donner une borne d'âge. On peut se dire de 65 ans, c'est-à-dire de l'âge moyen de la retraite, jusqu'à je ne sais quel âge, parce que c'est très variable en fonction de sa catégorie socio-professionnelle, du travail qu'on a exercé auparavant, de son état de santé. Mais allez, lançons-nous de 65 ans à 80 ans environ, ça se repousse de plus en plus, où on a des seniors qui sont dans la vie, impliqués, sollicités, dans les relations intrafamiliales, qui s'occupent des petits-enfants, on en reparlera plus tard sur l'utilité sociale, qui sont autonomes. C'est le retraité actif, parfois un petit peu magnifié par la publicité, celui qui a du pouvoir d'achat, qui a du temps de libre, qui est engagé dans la vie associative, qui pour partie est engagé dans la vie politique, mais qui est quand même un peu invisible socialement à certains endroits, j'y reviendrai. Après, une deuxième catégorie, alors, cette typologie, c'est une typologie très sanitaire et médico-sociale, mais elle a son importance justement pour les réponses que la société peut apporter à l'avancée en âge. La deuxième catégorie, c'est celle de l'âge des fragilités ou des pré-fragilités. C'est le moment où l'état de santé se dégrade légèrement. On est moins vaillant, on est plus lent, on a toute sa tête, bien évidemment, mais forcément, le poids des ans se fait sentir. Et puis, il y a la troisième catégorie, qui est celle qui fait le plus peur, celle qui effraie, c'est celle de la dépendance, vilain mot, de la perte d'autonomie, celle pour lesquelles il y a besoin d'un accompagnement. Donc, il y a une sorte de pyramide avec les gens donc robustes, les gens pré-fragiles et fragiles, et les gens dépendants. Et en volumétrie, naturellement, je prolonge ce que disait Dominique, en l'affinant, ce qui va se passer dans les 20 prochaines années est un phénomène de triple massification de ce vieillissement. C'est-à-dire que ces trois catégories, à des moments différents, vont considérablement s'augmenter. Et tout l'enjeu des politiques publiques, c'est de s'adresser aux uns et aux autres dans une logique de prévention et d'accompagnement. Tout le monde ne sera pas dépendant, loin de là. Normalement, tout le monde connaît des fragilités. Et l'objectif d'une société bienveillante, c'est qu'on meurt tous fragiles, d'une certaine manière. Juliette Gréco, qui nous a quittés hier, à 93 ans, elle n'a pas connu la dépendance, comme 80% des personnes, 80% des personnes de son âge, et que d'une certaine manière, l'objectif des politiques publiques, l'objectif même de la société tout entière, c'est qu'on puisse vieillir fragile dans de bonnes conditions, ce qui suppose que la société soit adaptée à ce vieillissement. Et puis pour ceux qui, malheureusement, connaîtront les difficultés liées à la dépendance et à la perte d'autonomie, alors il faut penser les réponses individuelles et collectives, et ça, c'est tout l'enjeu du débat politique en cours sur la fameuse loi grand âge et autonomie dont Dominique Libaud avait posé les jalons avec le rapport qu'il avait remis il y a 2 ans, 1 an. Alors, donc pour rebondir sur cette catégorisation, vous posez la question du bien vieillir finalement. Nous allons tous vieillir. La massification de ces catégories est inéluctable. Le fait est que aujourd'hui, vieillir est une fatalité associée à un changement physique, à une diminution progressive des fonctions cognitives. Vous avez parlé de fragilité et donc à l'apparition de la dépendance. Elle s'accompagne souvent d'un sentiment de ne plus se sentir utile pour les personnes âgées. Comment faire pour que le bien vieillir joue un rôle dans cette construction progressive sur cette phase de la vie? Et c'est une question que je veux poser à Emmanuel Hirsch. Le bien vieillir n'est-il pas justement lié au rôle que la personne âgée garde dans la société ou le rôle que la société veut bien lui donner? D'abord, merci au Cazique Pejazor de ce qu'il fait au quotidien et des valeurs qu'il défend au sein de la communauté et au sein de la société. De dire que nos aînés ont une place parmi nous, leur reconnaître la place dans notre histoire, dans notre présent, ils ne sont pas uniquement le passé, et on ne peut pas, comme vous venez de l'évoquer, réduire une personne à une catégorie. Une personne, c'est une histoire,
une histoire riche d'une aventure humaine, de relations qui se tissent, qui se nouent, et dont nous sommes les uns et les autres non seulement comptables, mais surtout demandeurs. On a plus que jamais besoin, dans une société qui se numérise, dans une société de l'indifférence, de celles et ceux qui portent, qui transmettent, qui témoignent. Voilà. Donc c'est un premier point, je trouve très récusable, tous les discours un peu généraux sur le poids du vieillissement, alors que nous avons plutôt à voir ce que signifie pour une société aussi incertaine de son présent, ce que signifient ceux qui nous ont précédés avec un projet qui a rendu possible ce que nous sommes et qui quelquefois peut servir, me semble-t-il, dans cette intelligence du réel, des décideurs politiques dont on voit toutes les incertitudes et les improvisations face à la complexité du monde. Voilà, donc un premier point, pour moi, c'est un trésor. C'est un trésor que de pouvoir nous reposer sur des gens qui aujourd'hui évoluent dans un nouveau territoire, parce que le vieillissement, c'est aussi un nouveau territoire, c'est-à-dire on explore de nouvelles contrées, qu'on ait aujourd'hui la possibilité, à travers une aventure scientifique, à travers tout un ensemble de dispositifs qui permettent à des personnes de vieillir, et de vieillir, j'allais dire, comme des personnes, c'est-à-dire avec toute leur intégrité. Il ne faut pas qu'on se focalise a priori sur l'image réductrice de la personne âgée dépendante. La personne évolue dans le grand âge, dans un environnement qui peut ou non être favorable à son épanouissement, à la reconnaissance de ses capacités, et réduire la personne âgée à une vision péjorative et tout à fait troublante de ce qu'est la réalité singulière d'une histoire que l'on doit reconnaître dans sa capacité d'un parcours jusqu'au terme de l'existence, est pour moi déjà en soi très discutable. Donc ce n'est pas un problème de société, c'est un avantage, un atout pour la société que de pouvoir compter sur celles et ceux qui l'ont fait. Et donc on a déjà, et c'est tout l'esprit aussi, je pense, du judaïsme, puisqu'on parle par rapport au Kojazor, du respect qu'on a pour ceux qui sont nos aînés, de la place qu'on leur reconnaît, de la dignité que leur confère et du poids de leurs paroles. Donc je pense qu'il faut qu'on convertisse un peu notre regard très, je vais dire, péjoratif, pour ne pas dire très préjudiciable, à la reconnaissance de ce que sont ces personnes, qui ne sont pas un poids économique. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, et je remercie Dominique Libaud de toute l'intelligence qu'il donne et toute l'humanité dans ses analyses. Et son rapport, pour moi, il y aurait la même chose à Jérôme Guedj sur toutes les approches. Et je ne veux pas, moi, de mon point de vue, me limiter à avoir cette vision un peu, j'allais dire, pour moi, péjorative de ce qu'est le vieillissement. Deuxième point, et je ne vais pas m'étaler parce qu'on va peut-être revenir sur ces points, la vraie question, ce n'est pas le vieillir, c'est le long vieillir. Et pour certains, le trop long vieillir, d'une certaine façon. Et donc, comment permettre à une personne de s'aventurer dans une histoire, de s'aventurer dans un possible, fait, j'allais dire, encore de rencontres, fait du sentiment d'être présent à la société, d'importer, d'être considéré et d'avoir une place politique. Et c'est toute la question de la reconnaissance, non seulement symbolique d'une citoyenneté, mais d'une fonction. Et je pense que ce que l'on voit, on en reparlera peut-être tout à l'heure, dans l'intergénérationnel, hein, et pas dans la vie uniquement associative, mais y compris dans ce qui se développe dans les EHPAD, il y a tout un ensemble d'éléments extrêmement positifs. Tout à l'heure, on était en train de travailler sur la catastrophe qui s'annonce par les impéricides à la gouvernance du Covid-19. On discutait avec Françoise Fuchs, Marie-Françoise Fuchs, qui est la présidente d'Hold Up. Elle a 88 ans. Hold Up est une association dans la cité qui revendique non pas, j'allais dire, la bienfaisance ou la bienveillance d'une société, mais la capacité d'être reconnue dans une parole. Et Marie-Françoise Fuchs fustigeait en quelque sorte le discours protecteur des politiques. On a eu encore un exemple il y a 2 jours avec une intervention du chef de l'État dans un EHPAD. Les gens, ils n'ont pas besoin de protection, ils ont besoin de reconnaissance et de reconnaissance d'une expertise qui peut permettre, notamment aux politiques et aux jeunes politiques, de comprendre ce qu'ils ne comprennent pas de ce qu'est la réalité politique, de la fonction politique de nos aînés. Ça demande de l'humilité. Et j'en termine pour dire que je suis très très content aujourd'hui qu'il y ait cette mobilisation autour d'une loi, mais que ce ne soit pas une loi qui traite uniquement de la perte d'autonomie, qu'elle valorise ce qu'a d'indispensable aujourd'hui, la présence parmi nous de ceux qui nous ont permis d'être ce que l'on est et qui quelquefois critiquent
le fait de renoncer à un essentiel, le fait qu'ils ont résisté pendant des années par rapport à des valeurs et qui nous ont permis de faire la société qu'on vit aujourd'hui. Donc voilà, quand je prends cette première approche, mais d'une manière tout à fait liminaire, je dirais, pour moi, la personne dans son grand âge est une personne qui non seulement a une place dans notre société, mais qui nous est aujourd'hui, et je pourrais le développer, plus indispensable que jamais. Alors, finalement, Dominique Libaud, quel serait le modèle d'un vieillissement réussi? Est-ce que ça serait pratiquer l'activité physique, se nourrir de façon équilibrée, avoir des liens sociaux et des activités, ou est-ce que vous nous proposez aussi d'autres choses pour le bien vieillir? D'abord, je ne pense pas que je possède des recettes du bien vieillir. Je pense en revanche qu'il est hyper important que la société se saisisse de ces sujets. D'abord, j'apprécie extraordinairement les propos qui viennent tenus par Emmanuel Hirsch, mais je trouve aussi très bien que des gens comme Pascal Bruckner, comme Laure Adler, donc, parlent de ce sujet. Il faut d'abord que ce sujet existe effectivement dans la société et qu'on rompe avec le déni un peu sur le sujet, cette sorte d'invisibilité de ce sujet. Donc voilà, je crois que déjà c'est un autre rapport de la société à ces sujets du vieillissement, et notamment du grand âge, parce que comme l'a dit Jérôme Gage, il faut vraiment quand même distinguer radicalement la situation du jeune retraité encore en pleine bonne santé, avec des revenus souvent en couple, de la personne en très grand âge, et notamment avec le problème de l'isolement sur lequel on reviendra. Donc j'adhère à tout ce qui a été dit, et notamment, mais peut-être, voilà, le vieillissement, c'est que chacun ait le libre choix toujours de sa vie et de continuer sa vie, tout simplement, et de continuer sa vie debout avec les autres. Enfin, d'une certaine façon, c'est ça. Et donc, il n'y a pas un modèle, surtout pas, d'une certaine façon, c'est le respect de la personne, et se remettre la personne au centre, et toujours qu'effectivement, elle puisse continuer sa vie. Et la question du libre choix, ce qui est insupportable dans certaines situations de personnes âgées, à un moment donné, c'est que d'être contraint et de voir que finalement ce qui a fait sa vie, on en est exilé, expulsé. C'est ce que le verbatim que nous disaient certaines personnes lorsqu'on les a entendues dans la consultation. Et ça, c'est insupportable. On construit sa vie à partir d'un moment où on peut avoir un sentiment. Et quelquefois, c'est justement le fait d'être obligé de quitter son domicile. On sait bien que c'est un élément très important, hein, d'attachement et de son environnement, etc. Donc ça, c'est perçu comme quelque chose d'extrêmement violent, Et ensuite, le vieillissement, il prend plein de formes. Tout le monde ne connaîtra pas la dépendance cognitive, mais c'est vrai que le respect de la personne, c'est vrai que, moi je le vois notamment par rapport aux personnes qui peuvent connaître ces problèmes de difficultés cognitives, et la façon dont il faut changer le regard sur ces personnes, la façon dont aujourd'hui, dans un nombre de cas, ils sont considérés parce qu'elles ont des problèmes cognitifs, comme quasiment elles ne sont plus une personne, leur parole n'a plus de sens, n'a plus de raison d'être, etc. C'est insupportable. Donc voilà, c'est cet effort-là qu'on doit faire, et vraiment la question de libre choix. Et donc certains parlent de citoyenneté aussi, me semble vraiment au cœur de ce bien vieillir de notre société. Mais encore une fois, c'est aussi le fait que l'ensemble de la société finalement porte ce sujet qui me semble important. J'ai envie de vous poser la question, toujours à vous, Monsieur Libaud. J'ai bien compris que les valeurs que vous énoncez, vous, Emmanuel Hirsch, Jérôme Gage, cette question du respect que nous devons à nos aînés seront probablement au cœur des politiques publiques, et doivent l'être en tout cas, et probablement au cœur du projet de loi qui est en train d'être conçu aujourd'hui. Le fait est que
autour des personnes âgées, il y a également les aidants. Et c'est une question qui est souvent posée. On parle de perte d'autonomie des personnes âgées. Elles sont évidemment directement concernées, mais ce qui est également ébranlé, c'est la cellule familiale. Ce sont les proches qui ont un rôle à jouer. Est-ce qu'il est possible d'avoir une politique en faveur des personnes âgées qui exclurait les aidants dont on peut imaginer qu'ils ont un caractère essentiel aujourd'hui dans l'accompagnement de leurs proches. Quelles seraient les mesures à prendre pour faire reconnaître ce rôle des aidants, Monsieur Libaud? Alors, je vais y répondre, mais peut-être je n'ai pas totalement répondu à la réponse précédente, c'est ça un lien. Il faut dire d'abord que le mieux, évidemment, c'est quand même de ne pas avoir de perte d'autonomie et que on a la perception qu'on peut s'améliorer. On a des statistiques sur l'espérance de vie en bonne santé qui ne sont pas si bonnes que ça en France. Et donc, on peut faire des choses. Et effectivement, c'est comme vous l'avez évoqué, notamment des actions très, très anticipées sur la fragilité, donc le repérage de la fragilité. Il faut bien dire qu'on va retrouver des gradients sociaux aussi dans cette fragilité et dans ces critères. Et donc, c'est une action sanitaire, mais aussi une action sociale. Et moi, je mets aussi l'accent sur le fait que notre politique de santé doit beaucoup plus prendre en compte le social, les conditions de vie de la personne, et que c'est une des conditions pour une politique de prévention de la perte d'autonomie qui peut, je pense, vraiment être efficace. Et des études récentes montrent l'intérêt. Et je dis ça parce que donc, lorsque, bien sûr, on n'a pas de perte d'autonomie, la question de l'aidant, évidemment, se pose beaucoup moins. Et en revanche, effectivement, lorsqu'on arrive à la perte d'autonomie, la question de l'aidant devient tout à fait cruciale. Et là aussi, c'est un panel de réponses pour ce sujet. Un premier qui m'est cher, c'est tout simplement, j'enfonce une porte ouverte, mais qui est suffisamment de professionnels et de professionnels qualifiés qui puissent aider les personnes âgées et soulager les dents, que tout ne repose pas sur les dents. Ça me semble évidemment extraordinairement important. Et là, on a un sujet aujourd'hui assez lourd de valorisation des métiers du grand âge, dont un des objets, effectivement, c'est de soulager les dents. Ensuite, il faut ouvrir un panel de solutions. Aujourd'hui, on est dans des choses trop binaires et, par exemple, on commençait les solutions de répit qui permettent à l'aidant de pouvoir être soulagé un petit peu. Et bien sûr, tous ces éléments interstitiels entre l'établissement et le domicile, par exemple, sont des éléments extrêmement utiles et qu'il faut énormément développer. Donc, ça peut être l'accueil de jour, l'accueil de nuit, le répit, énormément de choses de ce type. Le fait de sortir les dents de son isolement est extraordinairement important aussi. Les cafés des aidants qui sont mis en place par les associations qui s'occupent des malades d'Alzheimer, notamment, sont des initiatives extrêmement utiles. Mais tout ce qui peut servir à sortir de l'isolement est utile. Et tout ce qui fait que donc on s'occupe aussi de la santé de l'aidant. On aide à qu'il s'occupe aussi de sa propre santé. Les aidants, très souvent, ont tendance à s'oublier eux-mêmes et ça peut se traduire par des très gros problèmes de santé. Une partie décède avant la personne qu'ils aident. Et ça, voilà, c'est par exemple des bilans de santé qui sont proposés aux aidants, etc., sont des choses extrêmement importantes. En revanche, dans la concertation, on est resté hésitant, pour ne pas dire un peu réticent sur la notion d'un statut de l'aidant. En écoutant les uns les autres, c'est vraiment l'idée d'une concertation, parce que beaucoup d'aidants, de représentants d'aidants nous disaient on ne veut pas être justement assigné uniquement à ce rôle d'aidant. L'aidant, il doit continuer aussi à avoir sa vie, qu'il soit donc le conjoint de la personne ou qu'il soit un fils ou une fille. Et donc, évidemment, l'aidant, c'est comme un personne âgée, mais il est soumis aussi au même risque d'isolement, au même risque de perdre sa vie sociale. Eh bien, il faut qu'il continue, évidemment, à être aidant, mais pas seulement aidant. Merci beaucoup, Monsieur Libaud. Monsieur Hirsch, puisqu'on a parlé des personnes dépendantes, quand les personnes âgées deviennent dépendantes et quand elles s'éloignent de la vie sociale et de l'espace public, on leur conteste
contestent dans de multiples circonstances la faculté d'exprimer leur choix, comme M. Libaud l'a dit, ce qui peut accentuer leur sentiment de dépendance, de perte d'estime de soi et d'exclusion. Quels seraient les leviers, selon vous, pour permettre aux personnes âgées en perte d'autonomie d'être plus présentes dans la société, de retrouver la possibilité d'exprimer leur choix et ainsi de regagner une certaine dignité? Alors, Politis ne réduisait pas la dépendance à une cause de personnes âgées. Il y a des personnes qui sont dépendantes sans être dans le grand âge. Qu'est-ce que c'est l'autonomie comme principe aujourd'hui régulateur de ce que serait la bonne vie ou la vie éthiquement recevable? Je pense qu'il faut se méfier de ces mots qui instrumentalisent, qui réduisent l'épaisseur de ce qu'est une existence humaine. Et donc, vous pouvez avoir des facteurs d'exposition à une dépendance tout en étant reconnu dans vos préférences, tout en étant valorisé dans vos capacités. Ne regardons pas les choses toujours avec des mots péjoratifs qui sont réducteurs. La manière dont vous posez la question enferme finalement la réponse. On entendait Dominique Libaud qui parlait du proche, effectivement, qui ne veut pas être assujetti à un rôle quelquefois d'intervenant professionnel. Et vous avez la très belle formule de Catherine Olivet, la présidente de France Alzheimer 93, qui dit « l'aidant veut être distingué de l'aimant ». Et ce qui est important, c'est de préserver le sens, la valeur d'une relation insoumise à des contraintes organisationnelles. Et je pense que le point important, c'est de reconnaître la personne, et tout à l'heure Dominique Libaud l'a aussi très très bien dit, dans sa liberté d'apprécier ce qui importe pour elle. Alors effectivement, chacun d'entre nous, et pas uniquement parce qu'on vieillit, fait des choix et à un moment donné hiérarchise ses priorités. Je pense que quand vous avez eu un parcours de vie, il y a des choses qui vous paraissent plus essentielles que d'autres. Il y a aussi des choses, des situations qui vous paraissent d'une moindre importance. Donc je pense que ce qui est important, me semble-t-il, avant de parler de l'entrée dans la dépendance, c'est de favoriser tout ce qui permet à la personne d'avoir une capacité d'intervention, d'initiative par rapport à ce qu'elle vit, qu'elle est en capacité, est reconnue en capacité de synthèse, en capacité aussi de prendre des risques, parce que très souvent on est réducteur dans le regard qu'on pose sur la personne parce qu'elle est âgée, parce qu'elle est fragile. Je pense que la capacité de prendre un risque, d'assumer une responsabilité est quelque chose qui doit être reconnu à la personne. Elle a une autorité qui lui est souvent contestée sans tenir compte de tout ce qu'elle détient, encore une fois, de connaissances, d'expérience et de sens de ce qui importe pour elle. Donc, pour vous parler de la question de la dépendance ou de la perte d'autonomie, d'abord, ce qui est enfermant dans votre question, c'est qu'il y a un processus. C'est-à-dire le vieillissement, c'est comme l'existence, c'est un processus. Il y a une dynamique. Donc, ce qu'on voit de plus en plus, et ce qui est important, c'est d'anticiper différentes étapes, effectivement, avec des moments de rupture. Et quand on parle de projet de vie ou quand on parle de projet de soins, on est dans une culture aujourd'hui de l'accompagnement de la personne, d'adaptation, d'anticipation, qui permet d'une certaine manière d'atténuer ce que seraient des fractures. Tout à l'heure, on a évoqué le proche. Souvent, malheureusement, la personne n'a pas le choix de rester au domicile parce que le proche décède, pour prendre un exemple précis, et parce qu'on n'a pas anticipé une situation qui, à un moment donné, justifiait d'avoir la possibilité de voir d'autres alternatives. Donc, quelquefois, on prend des décisions par défaut et souvent avec un irrespect total sur ce à quoi la personne est attachée. Donc, pourquoi je suis gêné de répondre à votre affaire? Parce que, aussi bien dans l'intervention de Gad Uni au départ que dans votre intervention, on a l'impression de parler de la vieillesse, vous avez dit, se réinventer pour vieillir autrement. Oublions de médicaliser la vieillesse, oublions de problématiser la vieillesse uniquement en termes de charge sociale, de pesanteur. Essayons de trouver de la liberté pour poser ces questions. Et je trouve que la manière dont on appréhende souvent ces questions, c'est une manière, encore une fois, péjorative. C'est en termes de poids, de lourdeur. Mais regardez, vous parlez du proche. Être le proche d'une personne qui évolue dans l'âge n'a pas qu'un aspect dégradant ou péjoratif. C'est aussi une aventure partagée avec des moments très très intenses parce que précisément on va à l'essentiel. Donc arrêtons d'avoir uniquement un regard, j'allais dire, consternant qui alourdit déjà la perception
de l'âge. Le grand âge, ce n'est pas uniquement la confrontation à la mort ou à l'impuissance d'avoir un rôle ou d'avoir un poids sur son existence. Vous évoquiez tout à l'heure, Jérôme Gage, une artiste. Quelle créativité, et d'ailleurs vous le voyez même dans des structures de réplique qu'on a évoquées tout à l'heure, toute cette force de créativité, toute cette envie d'être, toute cette envie de témoigner. Prenons les aspects positifs, les aspects malheureusement de l'âge, où il y a les altérations cognitives, où il y a toute la solitude, l'enfermement, l'isolement, c'est des questions importantes. Mais avant d'aborder ces questions qui sont limitatives, me semble-t-il, qui sont importantes en termes de solidarité, en termes de choix politiques, voyons aussi, ne serait-ce que pour les personnes qui vont regarder cette émission, tout ce qu'il y a comme richesse, que tout ce qu'il y a comme espérance, tout ce qu'il y a comme créativité, quelquefois beaucoup plus fort que pour des jeunes qui sont à quelques années d'existence déjà lassés de toute aventure humaine. Donc voilà, moi je suis pour un discours qui n'est pas démagogique, mais arrêtons de réduire la question du grand âge à une question de poids social qui sinistre notre approche de la question. Il y a dans la vieillesse, quelquefois, pour moi en tous les cas, plus de raisons d'espérer que dans certains discours, j'allais dire accablants, de gens qui sont dans une espèce d'immobilisme sans avoir vécu quoi que ce soit, sans avoir rien à nous transmettre. Voilà ce que je me permets de vous dire, même si c'est un peu en contradiction avec ce que vous attendez de ma part. Mais écoutez, en préparant cette émission, on s'est effectivement posé la question des grandes interrogations, particulièrement du public. Et je l'observe en l'occurrence dans les questions qu'ils peuvent poser en direct, là. Il est souvent question de mesures de prévention, de demandes de conseils autour de la prévention. Mais vous l'avez dit, Monsieur Hirsch, la vieillesse n'est pas une fatalité, loin de là. Et la dimension positive dans tout cela, c'est aussi notre capacité à trouver des réponses aux situations que nous traversons et que nous traverserons les uns et les autres. Jérôme Gage, vous avez beaucoup travaillé sur cette question de la lutte contre l'isolement. Là aussi, c'est un problème, certes, mais notre capacité individuelle et collective à trouver des réponses innovantes, collectives autour de cela, doit nous apporter, en tout cas doit nous rendre plus optimistes. Je dis cela pour Monsieur Hirsch et on n'est pas simplement dans une vision négative de ce que peut être la vieillesse. Jérôme Gage. Je vais évidemment répondre à votre question, mais en prolongeant ce que vient de dire Emmanuel Hirsch, avec lequel je suis absolument d'accord, et peut-être en étant moins optimiste que ce qu'a dit Dominique Libaud, quand il nous disait tout à l'heure que la bonne nouvelle du moment, c'est que la question du vieillissement est plus présente dans l'espace public. Moi, je continue à penser que le déni intime du vieillissement qui nous frappe tous, hein, le vieux, c'est toujours l'autre. On ne veut pas voir son propre vieillissement, c'est ainsi. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais ce déni intime du vieillissement, ça par contre, j'en suis convaincu, il l'alimente, il nourrit, il se prolonge dans ce déni public et collectif du vieillissement qui fait que ce phénomène, il est au pire abordé à travers le prisme qu'évoquait Emmanuel Hirsch, c'est-à-dire un prisme du boulet, du poids, avec ce signe égal qui est mis entre vieillesse et maladie. La vieillesse n'est pas une maladie. La vieillesse peut entraîner un certain nombre de maladies, mais la vieillesse n'est pas une maladie. Et y compris ce regard sur cette question, cette volonté de médicaliser ou d'éviter la vieillesse. Je prendrai qu'un seul exemple qui peut être assez anecdotique. Mais quand vous voyez dans le métro, à longueur de journée, des publicités qui vous disent qu'il faut développer des crèmes anti-âge. L'âge est un mal, il est ainsi présenté. Donc forcément, vous renvoyez à cette image, à cette relégation, tous ceux qui sont fatalement, dans le sens inéluctablement, concernés par la vieillesse. Et donc, la vieillesse, elle est inéluctable. Par contre, elle ne doit pas être chargée par cette image-là négative, celle que je viens de mentionner. Donc ça, c'est au pire, au mieux quand on parle de vieillesse, c'est ça. Mais le plus souvent, on n'en parle pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un objet de débat public, ce n'est pas un objet de débat politique. Et il faut qu'il y ait des événements extraordinaires, incontournables en termes d'émotion, en termes de réaction légitime
la canicule en 2003, quand il y a 19 000 personnes essentiellement âgées qui meurent, pour beaucoup d'entre elles isolées chez elles, ou bien évidemment cette crise du Covid qui, à 92%, frappe les plus âgés. Mais même avec ça, eh bien, cette question essentielle de l'avancée en âge, de la révolution de la longévité, de la transition démographique, appelons ça comme on veut, mais c'est-à-dire ce phénomène anthropologique, civilisationnel, qui est devant nous et qui est inédit dans l'histoire. Le fait que les plus de 65 ans soient plus nombreux dans la population que les moins de 20 ans, le fait que cohabitent 4 générations. Moi, je me plais souvent à citer cette phrase de Claude Lévi-Strauss dans une de ses dernières conférences au Collège de France, où il disait que, à l'époque, on ne parlait pas de révolution de la longévité, mais il disait l'allongement de l'espérance de vie est un phénomène anthropologique aussi essentiel que la sédentarité au néolithique. C'est-à-dire que nos sociétés sont bouleversées dans leur ensemble, mais ce n'est pas un bouleversement négatif, c'est un questionnement sur nous-mêmes et sur la manière dont nous allons organiser ces nouvelles relations sociales, ces nouvelles relations humaines. Et moi, je suis abasourdi, alors là, je me place sous l'angle de la sphère politique, que ce sujet-là, il soit absent des débats politiques. Est-ce que vous vous rappelez dans la dernière élection présidentielle, qui est quand même le grand moment du rendez-vous démocratique, un moment de débat parmi les différents candidats? Pas un seul n'a parlé de la révolution de la longévité. Pas un seul n'a parlé de la place des personnes âgées. Alors, on l'aborde sur la question des retraites, on l'aborde éventuellement sur la question de la santé, mais on n'a pas cette question transversale sur comment on fait société tous ensemble avec des personnes âgées diverses, plurielles, dont certaines, pour lesquelles, pour toutes, il y a l'envie de poursuivre sa pleine participation à la vie sociale, alors même qu'on a tendance, à partir d'un certain moment, à les mettre dans une catégorie. Je l'ai fait à ma manière tout à l'heure pour appréhender l'enjeu des politiques publiques, mais sans le vivre. Et on parlait tout à l'heure même de bien vieillir. Je vais vous dire, moi je trouve parfois que c'est une injonction un peu terrible de dire aux gens que vous devez bien vieillir. Vieillir, c'est un phénomène. Il y aura des gens qui vont vieillir dans des conditions différentes, mais il ne peut pas y avoir une norme sociale qui est renvoyée au vieillissement. Puis, dernière remarque, pardon d'avoir été un peu long, mais je trouve que c'est intéressant au moment où démarre ce cycle, c'est que, bien évidemment, ça questionne l'ensemble de nos relations dans des sociétés qui, disons-le, ont fait du culte de la jeunesse et des valeurs qui lui sont réputées associées les valeurs cardinales de la société. Nous sommes dans des sociétés qui sont matricées par l'immédiateté, la rapidité, par le culte de la jeunesse, je viens de le mentionner, alors même que par définition, la vieillesse, l'avancée en âge, ce sont des valeurs de lenteur. Voilà. On a du mal à appréhender la lenteur dans nos sociétés. Et le confinement, d'une certaine manière, nous a obligés à redécouvrir des choses qu'on ne voulait plus voir. La vieillesse, c'est la tempérance, la sagesse, qui n'exclut pas une forme d'impulsivité, et aussi, je ne veux pas caricaturer, et aussi avoir des choses qui sont définies. Et tout l'enjeu qui est devant nous, c'est comment désormais on adapte la société au vieillissement et qu'on ne demande pas aux personnes âgées de venir s'adapter à une société qui n'avait pas pensé et qui n'a pas encore pensé leur place. On va pouvoir parler de la manière dont l'espace public est aménagé, pourquoi on a retiré les bancs publics dans les rues, comment les logements, les transports, bref, comment toute la société doit s'adapter et changer de regard sur le vieillissement et ne plus être dans la stigmatisation. J'en profite parce que je sais que ça va intéresser une partie de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Moi, j'ai un petit livre qui m'accompagne depuis quelque temps du rabbin Jackie Milevski qui s'appelle « La vieillesse dans le judaïsme », que d'ailleurs Emmanuel Hirsch a préfacé et qui rappelle, il faut toujours aller puiser dans les textes anciens, l'injonction initiale du respect pour les personnes âgées, qui est dans le Lévitique, hein, tu respecteras, tu te lèveras quand les cheveux blancs arrivent, elle n'est plus normée dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'elle est plutôt dans l'invisibilisation de ces mêmes cheveux blancs. Elle n'est pas, elle est dans le déni, elle est dans, on ne veut pas voir, sauf quand ça nous pète à la figure, quand des phénomènes sanitaires comme ceux qu'on vit aujourd'hui. Et il y a un paradoxe, alors pardon, c'est maintenant que je réponds à la question que vous me posez, alors même que nos sociétés sont très disponibles,
j'en suis convaincu, pour s'intéresser aux plus âgés. C'est peut-être un petit peu à front renversé, mais moi, la lecture, par exemple, du confinement, de la décision qui a été prise par l'ensemble de la société pour protéger les plus fragiles, je trouve que c'est un signe de maturité civilisationnelle assez intéressant, de la même manière que les élans de solidarité qu'on a vu se manifester durant la crise et qui ont précisément fait qu'il n'y a pas eu de crise du vieillissement pour les personnes âgées isolées à leur domicile, parce que les réseaux de proximité, les réseaux de voisinage, les réseaux associatifs ont globalement très bien fonctionné et ont atténué considérablement les effets délétères qui auraient pu être ceux du confinement. Alors vous allez me dire, c'était parce que c'était un grand moment d'émotion, parce que chacun d'entre nous vivait dans sa chair les effets du confinement et qu'il se projetait dans une sorte d'empathie pour son voisin du troisième, dont on sait à longueur d'année qu'il est seul et isolé, et pour lesquels on s'est senti en ressemblance, en identification pendant la crise. Et tout l'enjeu de la période qui s'ouvre, quand on va renouer, je l'espère, avec une forme de normalité, c'est justement de dire que on doit construire nos choix individuels et nos choix collectifs en remettant les fragilités au milieu du village. On a quand même beaucoup de mal à faire. On ne veut pas voir les fragilités et les vulnérabilités, alors même que si on les appréhende comme un étalon de ce que nous devons faire, en fait, ça rejaillit, ça bénéficie sur l'ensemble de la société. On appelle ça la société du care, du lien, de la bienveillance. C'est peut-être naïf de penser que on a à construire ce modèle-là. On y parviendra, et je boucle avec ce que j'ai dit au début, quand les acteurs politiques en finiront avec cette myopie de ne pas regarder un phénomène aussi important. Ça a mis 20 ans pour s'intéresser à la transition énergétique et climatique, quand on a enfin pris confiance que c'était l'avenir même de l'humanité qui était en jeu si on continue avec le réchauffement climatique. La transition démographique, elle n'est pas menaçante, elle invite à se réinventer, en tous les cas à repenser l'ensemble de l'organisation de la société. Le problème, c'est qu'on n'a personne qui fait entendre la voix des personnes âgées, parce que c'est un état, je dirais, transitoire, en ce sens que on devrait tous pourtant pouvoir l'anticiper. Moi, je dis parfois qu'il manque une Greta Thunberg de la longévité et de la transition démographique qui interpelle l'ensemble de la société pour lui dire « remettez les fragilités, remettez la vulnérabilité, non pas comme quelque chose qui fait peur, mais comme quelque chose qui nous renforce parce qu'elle nous oblige à être meilleurs quand on adapte notre vie collective à celui qui est le plus fragile, ce qu'on avait du mal à faire jusqu'à présent. Et pour enfin répondre à votre question, l'isolement était un sujet qui n'était pas regardé par les politiques publiques. On a été obligé de l'appréhender. Ça ne peut pas être décrété. De la même manière que dans le triptyque de Républicains, la fraternité, c'est le plus compliqué à faire vivre. La liberté, l'égalité, on peut la produire par des textes, par des normes, etc. La fraternité, c'est une ambiance, comme donc la solidarité et comme c'est indispensable pour lutter contre l'isolement. On peut créer des conditions favorables à condition qu'on fasse ce pas de côté sur notre manière de concevoir les relations intergénérationnelles. Alors, merci beaucoup. Jérôme Guedj, Dominique Thivaud va devoir nous quitter dans quelques instants. Avant qu'il ne parte, on ne peut pas parler de ce sujet sans évoquer les questions de financement. Et on sait qu'en France, les dépenses qui sont consacrées à la perte d'autonomie sont relativement faibles par rapport à nos pays voisins en Europe, alors que les dépenses liées à la santé et aux retraites sont élevées. Et donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que la solidarité par rapport à la dépendance est suffisante de la part de l'État, sachant que le reste à charge pour les personnes qui rentrent en EHPAD est en moyenne de 1 850 € par mois. Est-ce qu'on peut espérer qu'il diminue? Alors, et on voit que je vais venir à votre question, mais évidemment, le sujet compliqué, c'est qu'on dit tous, et Jérôme et Guedj et Emmanuel Hirsch, avec beaucoup plus, à mon sens, de passion et de pertinence que moi, mais ils le disent très bien, que surtout ne réduisons pas le sujet des personnes âgées justement à des coûts, à la perte d'autonomie. Et un des grands enjeux, c'est effectivement de dépasser ça et finalement de concevoir l'âge autrement. Et j'adhère à tout ce qu'a dit notamment Jérôme Guedj. Et j'ajouterais et je suis un peu moins,
copain mais je sais bien que je ne suis pas si optimiste que ça du tout. Et je dis simplement, il y a des petits signaux dans la société qui sont positifs, mais dans les facteurs négatifs, effectivement, enfin, que j'adhère totalement à l'idée que ce que véhicule notre société, non seulement la vélocité, effectivement, la rapidité, la jeunesse et tout ça, la performance, je dirais presque aussi l'innovation, l'innovation opposée à l'expérience, à la transmission. Et cette idée presque d'obsolescence programmée, quoi. Donc voilà, c'est aussi tout ça qui fait qu'on est dans un combat assez dur. Et vous évoquiez plusieurs auteurs et tout ça. Moi, j'avoue que il y a aussi un livre qui reste aussi intéressant à lire, qui est celui de Simone de Beauvoir, sur la vieillesse. Et elle disait que finalement, si on veut vraiment changer la condition des personnes âgées, c'est l'ensemble de la société qu'il faut transformer. C'est pour ça que c'est effectivement un sujet politique extrêmement fort. C'est la vision de l'humain, effectivement, qu'il faut transformer. Et la fin de mon introduction de mon rapport, je permets juste de la citer pour bien montrer qu'on est bien d'accord, en disant qu'une autre présence du grand âge dans nos sociétés enrichit la vie de chacun. C'est pour ça que voilà, je crois que ça, c'est absolument fondamental de le dire, de le redire, effectivement, avant d'arriver au sujet financier qui peuvent exister sur la perte d'autonomie, mais qui ne sont qu'une petite partie du sujet, même si évidemment ils sont très importants. Et sur ce sujet-là, très rapidement, on a une protection sociale plutôt très généreuse en France par rapport aux autres pays. Et quand on compare les dépenses par risque, on constate que si on est plutôt généreux, je vais rapidement, sur la vieillesse, plutôt un peu sur la maladie, la santé. En revanche, sur le grand âge et sur la perte d'autonomie, on n'est pas très, très généreux par rapport notamment à des pays d'Europe du Nord. Donc oui, moi je dis qu'il y a un effort à faire, qu'il y a à remettre en considération par rapport à l'ensemble des dépenses de protection sociale dans notre pays. Aujourd'hui, le grand âge, c'est 3% des dépenses de protection sociale. Et avec ce que je propose de porter ça à 4% en 2030. Donc ça me semble un effort raisonnable donc de redéploiement au sein de la protection sociale. Mais dans cet effort, pour être tout à fait honnête, il y a des priorités. Moi, la priorité que je mets en numéro 1, c'est celle des métiers du grand âge, la revalorisation des métiers. Ce qui me scandalise, c'est la façon dont on considère ces métiers du grand âge qui sont sous-valorisés en EHPAD, mais aussi évidemment et encore plus les auxiliaires à domicile et tout domicile, etc. Je pense que s'il y a une priorité financière, c'est autour de cette revalorisation des métiers du grand âge, c'est vraiment la priorité. Ensuite, il y a évidemment le sujet des coûts pour les personnes qui est très élevé et qui pose problème évidemment à beaucoup de familles. Donc évidemment, il faudrait aussi agir là-dessus, mais on est obligé d'évoquer le fait qu'on est dans une période compliquée sur les finances publiques. Donc ça, je l'avais déjà identifié. Et j'avoue que, de toute façon tout à fait honnête, je pense que la priorité doit absolument être sur les métiers du grand âge. Et ensuite, évidemment, oui, effectivement, il y a des propositions précises dans mon rapport pour notamment limiter le reste à charge, par exemple dans la durée, parce qu'il y a une inéquité, entre guillemets, entre les familles qui ont une personne pendant 4 ou 5 ans en EHPAD, et là, effectivement, c'est quand même très, très lourd à supporter, alors que d'autres ne vont pas du tout connaître la même situation. Donc, je parlais d'un sorte de bouclier par rapport à la durée pendant laquelle on est obligé de supporter des dépenses très élevées concernant la perte d'autonomie. Donc, il y a des éléments, effectivement, qu'il faut mettre en place, et ceci, sans doute, dans un regard global sur quelle priorité dans la protection sociale de notre pays. Cette protection sociale, évidemment, ce n'est pas tout le sujet des personnes âgées, mais si on veut mieux accompagner, oui, il faut quand même, effectivement, à un moment donné, regarder ces sujets financiers. Et là où je rejoins Jérôme Gage, c'est que je trouve qu'il y a un décalage presque entre le politique aujourd'hui et ce que nous disent les personnes sur ce sujet. Quand tous les sondages, tous ceux que j'ai rencontrés nous disent oui, c'est un sujet important, oui, c'est une priorité. Et c'est vrai que j'ai une sorte d'incompréhension à voir gouvernement après gouvernement la très grande difficulté à en faire une vraie priorité politique. Merci, Monsieur Libaud. Nous savons que vous devez nous quitter et nous vous remercions
beaucoup. Merci beaucoup à vous et je vous retrouverai, je crois, pour peut-être une autre fois pour poursuivre ce dialogue qui, je trouve, extrêmement riche, intéressant et nécessaire, vous l'avez compris. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir organisé ce type d'échange et voilà, je fais partie avec Jérôme, avec Emmanuel, je suis récemment des gens qui sont toujours d'accord pour venir débattre et tout ça, tellement ça nous semble, c'est un sujet qui nous semble vital, vital pour notre société. Merci. Nous allons poursuivre donc avec Emmanuel Hirsch et Jérôme Gage et vous qui nous suivez. Et je vous invite à poser vos questions. On va les relayer dans quelques instants à nos intervenants. Et pour revenir à cette question de la perception de la vieillesse, Jérôme Gage et Emmanuel Hirsch, on l'a dit tout à l'heure, la question du grand âge est fait l'unanimité, c'est une question importante. Les hommes politiques sont évidemment très sensibles, mais pour autant, comment changer les choses? Des mesures structurelles sont-elles suffisantes? Probablement pas, vous l'avez relevé, mais il y a également d'autres choses que les budgets, que les finances ou les financements de la prise en charge et autres. Il y a la question de la perception, de la perception du grand âge dans notre société. Emmanuel Hirsch, quels sont les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour changer le regard sur la vieillesse dans cette société, vous l'avez dit, qui magnifie la jeunesse et autres. Finalement, comment montrer que ces enjeux liés à la vieillesse sont également un véritable défi et donc nous concernent tous. Emmanuel Hirsch. J'espère pouvoir répondre aux questions. Ce sera plus intéressant d'écouter Emmanuel Hirsch, ce qu'il a à dire de son expérience du vieillissement. Mais deux observations. On célèbre aujourd'hui une personnalité américaine, Ruth Bader Ginsburg, qui est décédée à 87 ans, qui était une icône de la démocratie. Et vous voyez, 87 ans, je ne sais pas si vous avez vu le grand reportage qu'on a fait sur Ruth, son engagement, son esprit aussi d'investissement dans la vie publique, ce qu'elle représente pour toutes les générations. Et elle n'est en rien qualifiée par rapport à un grand âge. C'est une personnalité qui est reconnue dans l'intégralité ou dans l'intégrité de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente. Quand vous écoutez, ça m'avait beaucoup frappé, le 27 août, le Premier ministre Jean Castex, qui parle des papis et des mamies d'une manière péjorative, qui, pour des raisons de Covid, n'auraient pas à s'occuper de leurs petits-enfants. On voit à quel point même la vision du Premier ministre est péjorative, dévalorisante, caricaturale. Donc, je ne vais pas faire l'inventaire de tous ces présupposés qui pourraient être mis en perspective dans le débat qu'on a maintenant. Moi, je pense que, tout simplement, laissons la parole aux gens qui ont quelque chose à nous dire. Et je trouve que parler au nom des personnes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur dépendance, parce qu'on évoque la dépendance, les dépendances dans la chronicité, dans la maladie, il y a les dépendances dans la solitude, il y a les dépendances aussi dans l'incommunicabilité, parce que culturellement, on n'a pas sa place et parce que les nouvelles technologies vous excluent. Donc, il y a toute forme de dépendance. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Jérôme Gage. Pour moi, une vulnérabilité, c'est aussi pour une société la capacité de reconnaître ce qu'elle est. Nous sommes les uns et les autres vulnérables et si on fait société, c'est pour se renforcer les uns les autres par rapport à un projet et par rapport à des valeurs qui nous semblent inconditionnelles. Donc les vulnérables sont l'expression de ce qu'est une société humaine. Nous sommes des précaires, nous sommes de passage. Il faut qu'on le comprenne, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, notre condition existentielle est une condition qui nous interroge sur qu'est-ce qu'on privilégie, qu'est-ce qui est notre essentiel dans le contexte d'une vie dont on sait qu'elle est limitée. Ce n'est pas parce qu'elle est limitée qu'on n'a pas à la vivre jusqu'à son terme. Oui, autant je suis critique, et je pourrais l'être d'une manière plus savante par rapport aux choix gouvernementaux ces derniers mois, notamment par rapport au Covid-19, autant j'ai été impressionné par la prise de position du président de la République, qui a dit nous n'abandonnerons personne sur le bord du chemin, et notamment des personnes vulnérables dans les institutions, dans les établissements comme les EHPAD, mais également il y a eu par la suite une attention particulière aux personnes vulnérables au domicile. Et je serais moins optimiste, mais je suis moins compétent que Jérôme Gage, mais de mon point de vue, il s'est passé autant de choses dramatiques, j'allais dire au domicile, dans la solitude, parce que des auxiliaires de vie ne pouvaient plus venir, parce qu'il y avait même la peur pour certains d'ouvrir la porte pour ne pas être contaminés. Donc il y a tout un contexte. Mais j'ai été quand même frappé
que quelqu'un qui nous parle toujours du monde d'après, du nouveau monde, qui a tenu un discours pendant une campagne électorale sur l'ancien monde, c'est-à-dire sur les anciens d'un monde ancien qui n'a plus lieu d'être, eh bien, a eu quand même une attention politique forte, éthique, par rapport aux plus vulnérables et aux plus âgés. Ça m'a beaucoup frappé et on a vu quand même, et je crois qu'il faut en tirer un certain nombre de conséquences, un éclairage sur ce que l'on ne voyait pas de réalité du grand âge, alors cette fois du grand âge dans l'isolement, dans le vieillissement, j'allais dire relégué socialement. On a vu par exemple une personne, par exemple, qui est dans un établissement comme un EHPAD, c'est une personne qui vit de la relation avec les résidents, qui a un besoin vital de relation à l'autre, avec ses proches. Et je pense on a compris déjà par rapport à la vieillesse vulnérable, hein, qui n'est pas pour moi représentative de la vieillesse en général, quelles sont nos responsabilités sociétales. Et vous voyez, il se fait que j'ai quelques responsabilités dans des EHPAD, notamment au niveau de l'éthique, et je vois par exemple que certains EHPAD sont totalement intégrés à la ville, à la commune, et sont considérés comme les lieux de la République, c'est les lieux de la solidarité, de la sollicitude, et il y a toute une forme d'éducation et de pédagogie à ce qu'est une société et une démocratie que de reconnaître dans les EHPAD, par exemple, avec les personnes peut-être les plus vulnérables, le sens et la place, la position qu'elles ont parmi nous. Donc c'est un premier point par rapport à la question. J'aimerais terminer juste par rapport aux questions générales, par rapport aux questions que vous évoquez. Pour moi, encore une fois, j'avais été très frappé. Il y avait un grand gériatre, il disait il y a quelques années, Robert Moulias, on parle toujours des personnes âgées. Il disait toujours, ce n'est pas la personne, c'est les personnes âgées. Et vous serez très attentif au discours, même les politiques, ils parlent des personnes âgées. Il n'y a pas, une personne, elle n'est pas âgée, elle ne se définit pas, elle ne se caractérise pas par son âge. Elle se caractérise surtout par rapport à la relation qu'on établit ou pas avec elle, par rapport à l'importance qu'on lui consacre, par rapport à la position qu'on lui reconnaît. Et je dirais que mon a priori, c'est un a priori de non-discrimination à l'égard de ceux, non pas qui nous font peur, mais de ceux qui nous interpellent, qui nous interrogent, parce que ça a été aussi évoqué par Jérôme Gage, la vieillesse, c'est aussi l'expression de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce qu'on sera demain. Et je dirais, permettre à des personnes âgées de vivre dignement dans la société, c'est aussi nous dire qu'on vivra dignement dans la société, que notre société nous reconnaîtra aussi une place plus tard. Donc, en termes de parti pris ou de pari, je pense qu'il y a un enjeu fondamental pour nous réconcilier avec nous-mêmes, avec une société démocratique, de reconnaître à chacun sa place. Et je ne vais pas développer, mais pour moi, c'est des éléments tout à fait fondamentaux. Tout à l'heure, Jérôme Gage a évoqué les réflexions de Jackie Milewski, donc, qui est un rabbin très investi dans les questions d'éthique. Et je vous incite vraiment à lire son ouvrage. C'est un rabbin, à mon avis, très engagé, qui dit le vieillissement, d'abord, c'est une expérience extraordinaire d'une part de la vie, et qu'on ne doit pas, j'allais dire, renoncer à cette confrontation, qui est une confrontation qui On l'a vu. Et puis le deuxième point qui dit tout à fait important, c'est comprendre notre responsabilité vis-à-vis des personnes vulnérables, c'est comprendre ce que l'on est et là où on est attendu. Et je pense que dans ce sens, il y a une exigence éthique, une exigence morale à laquelle on ne peut pas renoncer. Cette exigence éthique, Emmanuel Hirsch, est reprise par Déborah qui nous fait une remarque. Ce n'est pas vraiment une question, mais qui relève la colère qu'elle a ressentie lorsque, en France comme en Israël, il a été question de confiner les personnes de plus de 65 ans sans leur demander leur avis. Et dit-elle, on m'a privé de parole au seul titre de mon année de naissance. Jérôme Gage l'a dit tout à l'heure, c'est une décision politique qui est également signifiante d'un point de vue de la responsabilité publique, mais effectivement, il semble clairement que la parole de nos seniors n'est pas suffisamment entendue. Jérôme Gage ? Non, mais justement, en effet, à un moment, il a été envisagé, au moment du déconfinement, il y a eu quelques jours de flottement, rappelez-vous, cette idée, pour le coup dingue, qui aurait consisté à dire que passé un certain âge, vous étiez de manière obligatoire confiné. Parce que le conseil scientifique ou le comité de santé publique avait indiqué. La bonne nouvelle, c'est que cette décision n'a pas été prise. Qu'à la place, on en a appelé
à la responsabilité individuelle, au fait que chacun prenait les précautions. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il aurait été bien, notamment pour éviter les situations d'isolement, que à ceux à qui on disait « vous restez chez vous » pour éviter d'être au contact du virus, qu'on leur propose des mesures compensatoires, si j'ose dire. C'est-à-dire un écosystème favorable auprès d'elles et auprès d'eux, du type, j'ai travaillé sur ça avec des municipalités, la hotline téléphonique qui fait que j'ai besoin de quelqu'un qui vient m'amener pour faire des courses, qui vient me chercher pour amener à un endroit. C'est-à-dire que si on dit aux gens « restez chez vous », pour que le système hospitalier, c'est valable pour les personnes âgées, mais plus largement pour les personnes fragiles. Hein. Il y a des millions de Français qui sont en infection de longue durée et qui sont très sensibles au virus. Donc, moi, j'ai plutôt pris ça pour une bonne nouvelle parce que, et c'est un mot qu'a prononcé à l'instant Emmanuel Hirsch, auquel il faut faire extrêmement attention. Ça va peut-être vous paraître surprenant. Je vais vous parler d'agisme. Je vais vous parler des discriminations liées à l'âge. Vous allez me dire, mais voilà, il y a déjà assez de discrimination. Il y a déjà assez de repli sur des identités. Mais moi, je crains la petite musique qui est celle de la guerre des âges, qui est celle d'une société qui, par exemple, aurait pu dire, voilà, passé un certain âge, vous n'avez plus les mêmes droits. En l'occurrence, vous devez rester confiné chez vous quand les autres vont pouvoir avoir la liberté d'aller et venir. Il faut faire extrêmement attention à ça. On est dans un pays qui est attaché au principe d'égalité. Déclaration des droits de l'homme, c'est tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Je voudrais qu'on y ajoute naissent, demeurent et vieillissent libres et égaux en droit, parce que ce regard négatif qu'évoquait Emmanuel Hirsch tout à l'heure se traduit par une forme de relégation et d'arbitrage parfois défavorable aux plus âgés, qui se fait à bas bruit. Alors bien sûr, ce n'est pas des lois où on dit passé un certain âge, vous n'avez plus le droit de faire ci ou plus le droit de faire cela. Quoique, je vous prends un exemple. Regardez, à chaque fois qu'il y a malheureusement un accident de la circulation qui est provoqué par une personne âgée. Dans le Parisien ou dans le journal qui va le relater, on va dire un nonagénaire ou un octogénaire a provoqué un accident et immanquablement, on va poser la question de savoir s'il ne faut pas faire repasser le permis de conduire passé un certain âge. Et moi, je me suis toujours élevé. Alors, c'est le bon sens qui dit ça. Et moi, pour vous dire, avec ma femme, on a souvent ce sujet de discussion. Elle me dit, non, ce n'est pas normal. Il faudrait que les personnes âgées, passé un certain âge, elles repassent leur permis. Je lui dis, mais on peut avoir 40 ou 45 ans, avoir une pathologie invalidante, et c'est plutôt l'état de santé objectivé par un médecin qui doit peut-être déconseiller à la personne de continuer à conduire, plutôt que de mettre une barrière d'âge. Parce que quand on commence à mettre des barrières d'âge dans une société, on sait quand on commence et on ne sait plus quand on s'arrête. Moi, je me rappelle, je vous raconte une anecdote, dans le parti politique auquel j'appartiens, le Parti socialiste, on avait eu un débat à un moment sur l'interdiction de se présenter à des élections passé un certain âge. Voilà. Alors ça partait d'un bon sentiment, c'était pour éviter, vous savez, les gens qui sont élus pendant 30, 35 ou 40 ans. Mais la réponse n'était pas la bonne, puisqu'on disait, passé 75 ans, on ne se présente plus. Mais si à 75 ans, pour la première fois de ma vie, je veux être candidat à la mairie de ma ville, et je peux vous assurer que dans les conseils municipaux en France qui ont été élus là, le 28 juin, si on débranchait tous les plus de 65 ans ou plus de 70 ans, il n'y aurait plus de vie municipale. De la même manière qu'il n'y aurait plus de vie associative. La plupart des bureaux et de l'engagement associatif dans les associations, c'est les personnes âgées. De la même manière que s'il n'y avait pas les grands-parents qui, pour s'occuper des petits-enfants toutes les semaines, on n'aurait pas cette vie sociale. Donc, faisons attention à ces discriminations liées à l'âge et à cette petite musique qu'on a, par exemple, qui revient là avec les histoires de confinement, où moi, je vois de plus en plus des commentaires ici ou là qui disent « mais vous vous rendez compte, on a arrêté toute l'économie pour protéger des gens qui, de toute façon, allaient mourir dans 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans. » Et bien moi, je dis, on a bien fait de faire ça. Parce que 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans de vie supplémentaire, c'est le sel de la vie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si l'action collective, ce n'est pas de rajouter du droit au bonheur, donc des années, si on est dans ce cynisme-là, alors demain, il y a des gens qui diront, mais passé un certain âge, on ne mobilise pas, par exemple, le même niveau de dépenses de santé et on ne fait pas telle ou telle opération parce qu'elle est coûteuse pour un bénéfice uniquement de quelques années. Et je dis, faisons attention parce que c'est insidieux les discriminations et un jour on se retourne et en fait on a laissé faire. Et une de nos faiblesses historiques, c'est que personne ne porte ces questions-là suffisamment dans le débat public. Il n'y a pas de lobby gris au sens où il n'y a pas, je dirais, de parole des âgés. Alors ce qui est intéressant, c'est que si ça commence à poindre, tout à l'heure Dominique Libaud parlait par exemple du livre de Laura Adler
ou de celui de Pascal Bruckner, la génération des 68ards, si j'ose dire, des baby-boomers, de ceux qui ont fait mai 68, même si tout le monde n'a pas jeté des pavés rue Gay-Lussac, est une génération qui, d'abord, est très attachée à son autonomie. Elle s'est battue pendant des années sur son autonomie. Elle a pu conquérir des nouveaux droits. Et de la même manière, c'est une génération qui était celle de la société de consommation. Donc, elle en veut, si j'ose dire, pour son argent. Et donc, c'est une génération qui ne va pas se laisser faire et qui a vu, à travers ses propres parents, que la société n'était pas prête pour les questions de vieillissement, que le logement adapté, que la diversification des modes de prise en charge, que les moyens mis collectivement pour faire tourner les EHPAD ou les services à domicile n'étaient pas au rendez-vous. Et je pense que ça va être une génération plus revendicatrice et qui surtout va anticiper dans les messages qu'on voit là dans les questions et réponses. Il y a beaucoup de demandes sur mais alors c'est quoi la prévention, etc. C'est que chacun, au nom de son libre choix, anticipe son vieillissement. Se pose la question, voilà, j'ai 80 ans, dans 2 ans, dans 5 ans, ou j'ai 70 ans, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quelle sera ma vie? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai encore envie de faire? Quels sont les choix que je veux faire? Et qu'il les exprime sans tabou, sans qu'on prenne la parole à votre place, ce qui est souvent le risque. Moi, je ne supporte pas, en effet, quand on dit les papiers, les mamies. Je ne supporte même pas quand on a, vous m'entendez, quand on a l'expression nos aînés. Voilà, j'aime pas l'expression quand on dit nos aînés, nos aînés. Enfin, il y a un côté paternaliste, infantilisant à utiliser cette expression. Et je pense qu'on est un plein citoyen jusqu'au bout et qu'il ne doit pas y avoir de tabou. Je pourrais vous parler, mais ce n'est pas l'objet du moment. Par exemple, des questions de sexualité dans l'avancée en âge, qui par exemple dans les établissements et dans les services d'aide à domicile ou dans les EHPAD, sont des sujets qui sont extrêmement tabous. On ne veut pas les voir, on ne veut pas en parler. Eh bien si, on peut être amoureux, on peut retomber amoureux ou être encore amoureux, mais surtout on peut retomber amoureux à 75, 80, 85 ans. On peut avoir une sexualité à ces âges-là qui est forcément différente. Et donc on ne peut pas être dans le déni de se dire ce sont des personnes qui sont réduites à leur état de fragilité ou à leur état de dépendance quand elle est survenue. Je vais rebondir, Jérôme Guedj, sur ce que vous indiquez en relevant des remerciements en fait d'Annie de Vivi, qui est une professionnelle reconnue qui a participé, enfin qui a suivi cette conférence et qui vous dit bravo de rappeler que nous sommes tous âgés, nous avons tous un âge, et pourquoi nous est-il si difficile d'admettre que l'on peut vivre et vieillir debout jusqu'au bout malgré tout, debout dans sa tête, dans son corps, dans la cité, avec les autres. Emmanuel Hirsch, est-ce que l'une des réponses pour renforcer la prise en compte de la voix des personnes âgées ne serait-elle pas, et c'est une proposition de Georges, ne serait-elle pas de créer un secrétariat d'État aux personnes âgées? Remarquez que je ne fais pas de politique, mais à ma prochaine réincarnation, c'est promis, je m'engage en politique parce que je vois tout ce qu'il y a à faire. Mais je vais d'abord rendre hommage à Annie de Vivi. Je vous incite à regarder son site Âge Village et être attentif à ce que développe aussi l'approche de l'humanitude. Juste pour répondre, j'ai trouvé passionnant ce qu'a dit Jérôme Guedj. Et on a pu avoir un de nos grands moralistes français, André Comte-Sponville, qui a fait effectivement le nécessaire pour créer les conditions demain pour que les politiques ne décident plus au nom de l'intérêt supérieur des personnes âgées, puisqu'il nous a dit qu'on a sacrifié les jeunes générations en privilégiant des personnes qui de toutes les manières seraient mortes de leur vieillesse. Quand une telle indécence, on peut, dans une société comme la nôtre, trouver une audience, et quand il y a eu si peu de réactions par rapport à un propos aussi impudique et inacceptable dans le contexte déjà délicat qu'on vit aujourd'hui, quand on voit toutes les incertitudes et les peurs des personnes, effectivement, parce que âgées, plus exposées que d'autres, et donc qui sont obligées quelquefois de se retrancher d'une vie sociale à laquelle ils aspirent, de ne plus voir leur famille, il y a une telle inconséquence, une telle indécence que je dis le danger est à notre porte, y compris à travers la parole de gens qui ont la prétention d'être des grands philosophes. Le deuxième point que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on a été aussi exposé, et ça a été pour beaucoup extrêmement provocateur, au triage à l'âge. C'est-à-dire que ce n'était pas les polypathologies. Vous avez eu des gens, des réanimateurs, je vous incite à voir le livre Pandémie 2020 qu'on sort, où il y a des témoignages importants, parce qu'il y a des analyses, où ça n'a pas été sur des arguments
étayé, j'allais dire, de fragilité qui justifiait de ne pas réanimer une personne. Ça a été sur des critères d'âge. Alors ensuite, maintenant, il y a toute une réflexion pour dire demain, on ne le fera pas. Mais ce n'est pas si dit que ça. Quelles sont les hiérarchies, j'allais dire, quels sont les critères de hiérarchisation des choix dans un contexte limitatif? Et donc, moi, personnellement, je pense que des choix doivent d'abord partir, c'est pour moi mon approche de la vie démocratique, plus une personne est vulnérable, plus on a d'obligations à son égard. Et ça honore une démocratie que de partir de ce point de vue-là. Il y a des personnes qui sont dans un contexte de vulnérabilité, avec également quelque chose qui est tout à fait déplorable, c'est la présomption d'incompétence. Mais je dis, il faut scruter précisément avec beaucoup d'exigence la compétence, même résiduelle, de personnes, y compris atteintes de maladies très évoluées qui affectent leur capacité cognitive. Il y a une compétence, une présence au monde, une place aussi en termes de témoignage. Alors tout à l'heure, Jérôme me disait, oui, les aînés, j'aime pas les aînés. Moi, ce que j'aime, le terme aîné, il y a des gens qui nous ont précédés et qui ont fait que si on est aujourd'hui là, on a aussi des devoirs vis-à-vis d'eux. C'est aussi simple que ça. Tout à l'heure, on a cité un petit peu nos références bibliques, mais honorer son père ou sa mère, c'est honorer ceux qui nous ont donné vie et qui nous ont permis de faire ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, pour terminer sur cette petite intervention, je dirais que ce qui me semble tout à fait important, c'est de comprendre qu'une société se fragilise, obscurcit tout son devenir lorsqu'elle n'est pas lorsqu'elle n'est pas une société accueillante à la diversité de ceux qui la constituent. Et pour moi, l'âge, c'est l'expérience, c'est souvent la sagesse. Et dans un contexte aussi incertain que le nôtre, on a besoin de pouvoir s'en remettre à des gens qui incarnent une figure de ce qui a été fait et de ce qui a été probant. Vous voyez, on est dans un moment tout à fait troublant aujourd'hui. On ne sait plus quels sont nos repères entre l'humain, le virtuel, le numérique. On est dans des incertitudes au niveau des discours. Plus que jamais, on a besoin de cette forme de repère, de cette forme de référence, de cette histoire, de ce passé qui, aujourd'hui, me semble-t-il, éclaire notre présent. Et vous voyez, quand vous êtes dans certains EHPAD, puisqu'on a tout à l'heure évoqué les EHPAD, pour moi, aujourd'hui, les plus justifiés dans leurs valeurs éthiques, c'est des EHPAD où on sollicite les résidents et leurs proches dans l'arbitrage des choix. Donc, il y a une vie démocratique à travers les conseils de la vie sociale, mais à travers le quotidien. Et ce n'est pas uniquement les choix en termes de quel est le repas que vous préférez, c'est quelle vie on privilégie, quelles sont les valeurs, par exemple, à privilégier si demain on se retrouve nouveau confronté à la nécessité de règles contraignantes. Voilà des questions qui sont importantes. Et puis, le deuxième point qui me semble important, quand on va dans un établissement comme un EHPAD, c'est de voir la place qu'on reconnaît à l'autre dans sa capacité de dire, de témoigner, d'être à l'écoute de ce dont il témoigne, mais aussi dans une capacité de créativité. Et quand on est au bout d'un parcours d'existence, quand on a la chance, le privilège de pouvoir aller jusqu'au bout de sa vie, je pense que les derniers instants, les derniers temps, qui peuvent être des années, qui peuvent être des mois ou des jours, sont d'autant plus précieux. Et j'ai un respect absolu et inconditionnel par rapport à la signification de cette existence. Ça n'empêche pas ensuite tous les débats, et ça a été évoqué, à partir de quel moment la vie devient insupportable. Ce n'est pas uniquement parce qu'on est usé par les années, c'est parce que la société rend insupportable la condition d'une existence qui a perdu toute signification et dont on a l'impression qu'elle a été déportée des préoccupations immédiates. Donc voilà, il y a toute une réflexion et vraiment merci à Jérôme Guedj. Je lui ai dit, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés. Et je suis très, très heureux de cette rencontre parce que pour moi, dans son choix actuel, dans son parcours, il incarne en tant que politique une dimension d'exigence humaine qui est indispensable à la crédibilité d'une démocratie, à la vitalité d'une démocratie. Les personnes dont on parle, et pas en termes de vieillissement, sont fondamentaux dans notre pensée de la démocratie aujourd'hui et demain. Emmanuel Hirsch, Jérôme Guedj, merci beaucoup. Je pense que les mots d'Emmanuel Hirsch concluent magistralement ce rendez-vous. Je retiens un mot au sens où il s'agit de mettre la fragilité, la vulnérabilité au cœur de notre société. C'est comme ça également qu'on évalue
la qualité de notre société. Merci à vous d'avoir été là pour ce premier rendez-vous et nous allons vous donner rendez-vous à vous toutes et vous tous qui nous avez suivis pour le prochain rendez-vous, le mercredi 18 novembre. Dessinons ensemble les lieux de vie de demain pour nos aînés. Donc il s'agit d'abord... Le prochain rendez-vous, c'est le 13 octobre. C'est le 13 octobre, oui, oui, Laure, effectivement, et puisqu'il s'agit effectivement du rendez-vous autour des EHPAD, tout savoir sur les EHPAD, et donc justement animé par Annie de Vivi. Exactement, exactement, avec Béatrice Bernard, Thierry Darnaud et Déborah Zakin qui interviendront pour ce prochain rendez-vous. Merci à tous et puis il nous reste qu'à vous souhaiter une très belle année qui s'annonce et à vous dire à très bientôt avec nos amis de la Fondation Kazip Kojazor pour ce cycle Se réinventer pour vieillir autrement et évidemment le plaisir de vous accueillir également dans les enseignements de l'Institut Wiesel, en ligne comme en présentiel à la rue Lafayette. À très bientôt à tous. Merci beaucoup. Merci à l'Écu de nous accueillir.